Ce matin-là, je me suis réveillé avec cette sensation familière d'un poids écrasant sur la poitrine. 3 semaines exactement depuis que les papiers du divorce avaient été signés. Et pourtant, chaque matin ressemblait à une nouvelle gifle de la réalité. L'appartement du 11e arrondissement que Claire et moi avions choisi ensemble, il y a 8 ans, semblait maintenant me narguer avec ses murs vides et ses photos manquantes. J'ai préparé mon café dans cette cuisine trop silencieuse où résonnaient encore les échos des rires de ma petite Emma. 7 ans. Elle n'avait que 7 ans quand sa mère a décidé que notre mariage était fini. « Tu n'es plus là, Marc ?» m'avait dit Claire lors de notre dernière dispute. « Même quand tu es physiquement présent, ton esprit est ailleurs. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être que mon travail de technicien informatique m'avait tellement absorbé que j'avais oublié comment être un mari, un père. Le trajet vers le bureau était devenu une routine mécanique. Métro ligne 3, changement à République, puis quelques minutes de marche jusqu'à cette petite entreprise où je réparais des ordinateurs et installais des systèmes. Un travail honnête, mais qui ne suffisait plus à combler le vide béant que ma famille avait laissé derrière elle. Les rues du 11e étaient particulièrement animées ce jeudi matin. L'automne avait peint Paris de couleurs chaudes, et malgré ma mélancolie, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la beauté de ma ville. Les cafés commençaient à sortir leurs terrasses chauffées, les boulangers disposaient leurs croissants dorés dans les vitrines, et cette odeur unique de Paris, mélange de café, de pain frais et de cette humidité particulière qui monte du Sénat, flottait dans l'air frais du matin. C'est en passant devant la boulangerie Dubois, celle où j'achetais parfois des pains au chocolat pour Emma le dimanche matin, que je l'ai aperçue pour la première fois. Elle se tenait là, droite dans son uniforme bleu marine, impeccable de la police nationale, écoutant attentivement M. Dubois qui gesticulait en expliquant quelque chose. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon parfait, pas un cheveu ne dépassait, mais ce qui m'a immédiatement frappé, c'était son expression. Contrairement à l'image froide et distante que j'avais des forces de l'ordre, elle dégageait une humanité palpable. « Et ils ont pris exactement 43 € dans la caisse », disait le boulanger, sa voix portant cette frustration, mêlée de résignation, que connaissent bien les petits commerçants parisiens. Ce n'est pas l'argent qui m'embête le plus, vous comprenez, mais c'est la 3e fois en 2 mois. Les clients commencent à avoir peur de venir le soir. Je me suis arrêté feignant d'examiner les pâtisseries en vitrine, mais en réalité captivé par cette scène. L'agente prenait des notes dans un petit carnet, hochant la tête à chaque détail. Elle ne regardait pas sa montre, ne semblait pas pressée de terminer cet entretien pour passer au suivant. Chaque mot de M. Dubois semblait avoir de l'importance pour elle. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le quartier ces dernières semaines ?» a-t-elle demandé, sa voix portant un accent du sud que je n'arrivais pas à situer précisément. « Des personnes qui traînent, qui observent les commerces ?» Sa façon de poser la question révélait une intelligence pratique, une compréhension profonde de la psychologie des petits délinquants. Elle ne se contentait pas de prendre une plainte de routine, elle enquêtait véritablement. « Maintenant que vous le dites, » a répondu le boulanger en se grattant la barbe, « il y a eu ce jeune homme la semaine dernière. Il est resté planté devant la vitrine pendant au moins 20 minutes, mais il n'est jamais entré. Je l'ai trouvé bizarre. » L'agente a levé les yeux de son carnet, et c'est à ce moment précis que nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est suspendu. Ses yeux étaient d'un vert profond, presque émeraude, et il portait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Surprise, curiosité, ou peut-être cette même reconnaissance étrange que je ressentais. Elle a détourné le regard rapidement, reportant son attention sur le boulanger, mais quelque chose venait de se passer. Une connexion inexplicable, comme un courant électrique qui aurait traversé l'espace entre nous. « Pourriez-vous me décrire ce jeune homme ?» a-t-elle continué, reprenant le fil de son interrogatoire avec un professionnalisme remarquable. J'ai réalisé que je restais planté là comme un idiot, fixant cette femme que je ne connaissais pas. J'ai fait semblant de consulter mon téléphone, mais je tendais l'oreille pour écouter la suite de la conversation. Assez grand, mince, avec une casquette noire.
Il portait un blouson en cuir marron. Je m'en souviens parce que ma femme a la même couleur. Et il avait cette façon de regarder comme s'il calculait quelque chose. L'agent notait chaque détail avec une précision qui m'impressionnait. Dans mon travail, j'étais habitué à la rigueur technique, mais voir cette même minutie appliquée à la protection des citoyens me touchait d'une manière inattendue. Merci, monsieur Dubois. Je vais faire circuler cette description auprès de mes collègues qui patrouillent dans le secteur. En attendant, n'hésitez pas à nous appeler si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, même si cela vous semble insignifiant. Elle lui a tendu une carte de visite et j'ai pu entrevoir son nom. Agent Sophie Moreau, Police nationale, 11e arrondissement. Sophie. Ce prénom lui allait parfaitement. Le boulanger l'a remercié chaleureusement, visiblement rassuré par son approche humaine et professionnelle. C'est rare de voir des policiers qui prennent vraiment le temps d'écouter, a-t-il ajouté. Ma femme va être rassurée de savoir que vous vous occupez personnellement de notre affaire. Un sourire discret a illuminé le visage de Sophie. C'est notre travail, monsieur Dubois. Et c'est aussi notre quartier. Nous vivons ici, nous aussi. Cette phrase m'a frappé. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui faisait juste son boulot. Il y avait une vraie implication personnelle dans sa voix, un attachement sincère à cette communauté. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a de nouveau regardé dans ma direction. Cette fois, nos yeux se sont rencontrés plus longuement. J'ai vu passer dans son regard quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, de la méfiance, de la curiosité, ou peut-être ressentait-elle, elle aussi, cette connexion inexplicable. J'ai baissé les yeux, gêné d'avoir été surpris à l'observer, et j'ai fait semblant de m'intéresser aux éclairs au chocolat. Quand j'ai relevé la tête, elle s'éloignait déjà, sa démarche assurée résonnant sur les pavés humides. Quelque chose en moi s'est réveillé à ce moment-là. Pour la première fois depuis des mois, depuis que Claire était partie avec Emma, j'avais ressenti autre chose que cette douleur sourde qui m'accompagnait partout. C'était comme si cette femme en uniforme avait rallumé une étincelle que je croyais éteinte à jamais. Le reste de ma journée au bureau s'est déroulé dans une sorte de brouillard. Je réparais des ordinateurs, installais des logiciels, répondais aux questions de mes collègues, mais mon esprit était ailleurs. Je repensais sans cesse à ce regard vert émeraude, à cette voix au léger accent du Sud, à cette façon qu'elle avait eue d'écouter vraiment Monsieur Dubois. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai délibérément pris le même chemin, espérant secrètement la croiser de nouveau. La boulangerie était fermée, les rues moins animées, mais je scrutais chaque uniforme bleu, chaque silhouette féminine. Rien. Arrivé dans mon appartement vide, je me suis servi un verre de vin rouge et je me suis installé près de la fenêtre qui donnait sur la rue. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pensé à Claire, ni à Emma, ni à mon échec conjugal. Je pensais à Sophie Moreau, à cette femme que je ne connaissais pas, mais qui avait réussi, en quelques minutes seulement, à réveiller en moi des émotions que je pensais mortes. Était-ce de l'attirance, de la fascination, ou simplement le besoin désespéré de connexion humaine d'un homme brisé par la solitude? Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre fortuite devant une boulangerie du 11e arrondissement allait changer le cours de ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Les jours suivants ont pris une tournure obsessionnelle que je n'assumais pas complètement. Chaque matin, je modifiais légèrement mon itinéraire vers le bureau, espérant croiser Sophie Moreau. Je me sentais ridicule, comme un adolescent épris, mais c'était plus fort que moi. Cette femme avait éveillé quelque chose en moi que je croyais enterré avec mon mariage. Le mardi suivant, ma patience a été récompensée. Je l'ai aperçue sortant du commissariat du 11e rue de la Roquette. Elle n'était pas en uniforme cette fois, mais portait un jean sombre et un pull en laine beige qui mettait en valeur ses cheveux châtains maintenant détachés. Sans l'autorité de l'uniforme, elle paraissait plus jeune, plus accessible, mais tout aussi captivante. Elle marchait d'un pas pressé vers le métro Voltaire, consultant régulièrement son téléphone. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de la suivre à distance raisonnable. Je me répétais que c'était juste une coïncidence, que nous prenions simplement la même direction, mais au fond de moi, je savais que je mentais. Dans le métro, elle s'est assise en face de moi, à quelques sièges de distance.
J'ai fait semblant de lire les actualités sur mon téléphone, mais j'observais discrètement ses gestes. Elle avait cette façon particulière de mordiller sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait, et ses mains bougeaient constamment, tantôt lissant ses cheveux, tantôt tapotant nerveusement sur son sac. Quelque chose clochait. Son comportement ne correspondait pas à l'assurance qu'elle avait montrée devant la boulangerie. Elle semblait tendue, préoccupée, presque effrayée. À la station Châtelet, elle est descendue précipitamment. J'ai attendu quelques secondes avant de la suivre, gardant mes distances dans la foule dense du métro parisien. Elle s'est dirigée vers les halles, empruntant des ruelles que je ne connaissais pas bien. C'est là que j'ai assisté à une scène qui a complètement bouleversé ma perception de Sophie Moreau. Dans une petite rue sombre, près de Saint-Eustache, elle a rejoint un homme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtu d'un costume gris anthracite. Grand, les tempes grisonnantes, il dégageait cette autorité naturelle qu'ont certains hommes de pouvoir. Ils se sont salués sans effusion, comme deux personnes qui se connaissent bien, mais préfèrent garder leur distance en public. « Tu es en retard », a-t-il dit d'une voix grave que j'ai réussi à saisir malgré la distance. J'ai eu du mal à me libérer. Mes collègues commencent à poser des questions sur mes horaires, a répondu Sophie, sa voix trahissant une nervosité que je ne lui connaissais pas. L'homme a sorti une enveloppe épaisse de sa veste intérieure. « Voici ce que tu as demandé. Les dossiers sur l'affaire Bertrand, les témoignages non officiels et les photos que la presse n'a jamais vues. » Sophie a pris l'enveloppe avec des gestes tremblants. Et en échange, « Tu sais très bien ce que je veux. L'enquête sur les cambriolages du 11e doit être orientée vers les suspects habituels. Pas de fouilles trop approfondies, pas de questions embarrassantes sur les véritables commanditaires. » Mon sang s'est glacé. J'assistais à ce qui ressemblait à de la corruption, et Sophie, cette femme que j'idéalisais depuis une semaine, semblait y être impliquée jusqu'au cou. « Ce n'est pas si simple », a protesté Sophie. « Mon supérieur commence à s'impatienter. Il veut des résultats concrets. » L'homme s'est rapproché d'elle et j'ai vu Sophie reculer instinctivement. « Écoute-moi bien, Sophie. Tu es allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. Cette affaire Bertrand, si elle remonte à la surface, nous tombons tous, toi y compris. » « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » a murmuré Sophie, sa voix à peine audible. « Au début, tu m'avais dit que c'était juste pour retarder l'enquête de quelques semaines. Les choses évoluent, tu le sais bien. » Il y a eu un silence pesant, puis Sophie a glissé l'enveloppe dans son sac. « C'est la dernière fois. Après ça, je ne veux plus jamais te revoir. » L'homme a eu un sourire froid. « Tu dis ça à chaque fois, ma chère Sophie, mais nous savons tous les deux que tu n'as pas le choix. » Ils se sont séparés sans un mot de plus. Sophie est repartie vers le métro, la tête basse, tandis que l'homme disparaissait dans la direction opposée. J'étais resté figé, caché derrière un pilier, essayant de digérer ce que je venais de voir. La femme que j'avais admirée pour son intégrité et son professionnalisme était impliquée dans quelque chose de louche. Mais plus troublant encore, elle ne semblait pas à l'aise avec cette situation. Ses gestes, sa voix, tout trahissait une personne contrainte plutôt qu'une complice volontaire. Le reste de la journée au bureau a été un calvaire. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Les images de cette rencontre clandestine tournaient en boucle dans ma tête. Qui était cet homme? Quelle était cette affaire Bertrand dont il parlait? Et surtout, comment Sophie s'était-elle retrouvée mêlée à tout ça? Le soir, incapable de rester chez moi à ruminer, j'ai décidé de retourner dans le quartier. Pas pour espionner Sophie cette fois, mais pour essayer de comprendre. J'ai commencé par faire des recherches sur mon téléphone dans un café près du commissariat. Affaire Bertrand, dans les actualités parisiennes récentes. Plusieurs articles sont apparus. Un homme d'affaires influent, Pierre Bertrand, avait disparu mystérieusement il y a 6 mois. L'enquête avait été classée sans suite après quelques semaines, officiellement par manque d'éléments. Mais en lisant entre les lignes des articles de presse, on sentait que cette disparition avait fait du bruit dans certains cercles. Pierre Bertrand était promoteur immobilier spécialisé dans la rénovation de quartiers populaires. Plusieurs de ses projets dans le 11e et le 20e arrondissement avaient fait polémique, accusés de gentrification sauvage et de déplacement des populations modestes.
Plus j'en apprenais, plus je réalisais que Sophie était peut-être impliquée dans quelque chose qui la dépassait complètement. Vers 22 heures, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, je l'ai vue sortir du commissariat. Elle avait l'air épuisée, les traits tirés. Au lieu de prendre le métro comme d'habitude, elle s'est dirigée vers un petit bar de la rue de Charonne. J'ai attendu quelques minutes, puis je suis entré à mon tour. Le bar était sombre, enfumé, le genre d'endroit où les gens viennent pour oublier leurs problèmes. Sophie était assise au comptoir, devant un verre de vin rouge qu'elle fixait sans le boire. J'ai commandé une bière et me suis installé à quelques tabourets d'elle, feignant de regarder le match de football qui passait sur l'écran suspendu au-dessus du bar. « Excusez-moi », ai-je dit après avoir rassemblé mon courage. « Vous n'êtes pas l'agent qui s'occupe des cambriolages dans le quartier ?» Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu passer une lueur de reconnaissance dans son regard. « Vous habitez dans le secteur ?»« Oui, rue Oberkampf. Je vous ai vu l'autre jour chez le boulanger Dubois. Vous aviez l'air très professionnel. » Un sourire triste a effleuré ses lèvres. « Professionnel, si vous saviez. » Il y avait tant de lassitude dans sa voix que j'ai eu envie de lui demander ce qui n'allait pas, mais je ne la connaissais pas assez pour ça. « Vous avez l'air préoccupé, ai-je risqué. » Elle a bu une gorgée de vin et m'a regardé longuement. « Vous savez, parfois on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas choisies. On fait un petit compromis, puis un autre, et avant de s'en rendre compte, on est piégé. » « Piégé comment ?» Sophie a secoué la tête. « Désolé, je ne devrais pas parler de ça avec un inconnu. C'est juste que, parfois, j'aimerais pouvoir tout recommencer à zéro. Je peux comprendre ça, ai-je dit sincèrement. Moi aussi, j'aimerais parfois effacer les 6 derniers mois de ma vie. » Nous avons bu en silence pendant quelques minutes. L'atmosphère entre nous était étrange, ni vraiment amicale, ni hostile, mais chargée d'une tension que je n'arrivais pas à définir. « Au fait, je m'appelle Marc, » ai-je fini par dire. « Sophie, » a-t-elle répondu, sans mentionner qu'elle était policière. « Vous venez souvent ici, quand j'ai besoin de réfléchir. C'est calme, et personne ne me connaît. Sauf que maintenant, moi, je la connaissais. Et je savais qu'elle cachait quelque chose de grave derrière cette façade de flic intègre. Nous avons continué à discuter de choses anodines, le quartier, la météo, les petits commerces qui fermaient les uns après les autres. Mais sous cette conversation banale, je sentais qu'elle évaluait chacun de mes mots, comme si elle cherchait à déterminer si je représentais une menace ou une opportunité. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Marc, si jamais vous entendez des choses bizarres sur moi, des rumeurs, ne les croyez pas forcément. Parfois, les apparences sont trompeuses. » Et elle est partie, me laissant seule avec mes questions et cette certitude grandissante que Sophie Moreau était en danger. Les semaines qui ont suivi cette soirée au bar ont transformé ma vie en une obsession dangereuse. Je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à Sophie et aux secrets qu'elle portait. Chaque jour, je trouvais de nouveaux prétextes pour traîner dans le quartier, espérant la croiser, comprendre ce qui se tramait vraiment. C'est un vendredi soir pluvieux de novembre que tout a basculé. J'étais rentré plus tard que d'habitude du bureau. Et en passant devant le commissariat, j'ai vu Sophie sortir précipitamment par la porte de service. Elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle était suivie. Ses mains tremblaient en composant un numéro sur son téléphone. « Allô? C'est moi ?» l'ai-je entendu dire d'une voix paniquée. « Il faut qu'on se voie, maintenant. Ils savent quelque chose. » Elle a raccroché et s'est mise à marcher rapidement vers la scène. Cette fois, je n'ai pas hésité à la suivre. Quelque chose dans son comportement me disait qu'elle était en réel danger. Elle s'est dirigée vers le pont de Sully, s'arrêtant au milieu, les mains agrippées au parapet. La pluie tombait de plus en plus fort et les rares passants se dépêchaient de rentrer chez eux. L'endroit était parfait pour une conversation discrète. L'homme au costume gris est arrivé 10 minutes plus tard. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres hommes l'accompagnaient, des types costauds qui avaient tout l'air de garde du corps. Mon estomac s'est noué. « Tu m'as dit au téléphone qu'il savait quelque chose », a lancé l'homme sans préambule. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Sophie était livide. « Mon capitaine m'a convoqué dans son bureau cet après-midi.
Il a des questions sur mes horaires, sur pourquoi certaines pièces à conviction de l'affaire des cambriolages ont disparu du dépôt. Et il a mentionné le nom de Bertrand. « Merde !» a juré l'homme. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien. J'ai joué l'innocente. J'ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait, mais il ne m'a pas cru, je l'ai vu dans ses yeux. » Un des gardes du corps s'est approché de Sophie. « Patron, on devrait peut-être... » « Ferme-la !» l'a coupé l'homme au costume. Puis, se tournant vers Sophie, « Tu réalises ce que ça signifie? Si ton capitaine commence à fouiner, toute l'opération tombe à l'eau. Et nous avec. »« Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin !» s'est écriée Sophie, sa voix se brisant. « Tu m'avais promis que c'était temporaire, juste le temps de faire disparaître quelques preuves gênantes. Tu ne m'avais pas dit que Bertrand était... » « Était quoi ?» a demandé l'homme d'une voix glaciale. Sophie a baissé la tête. Mort. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même sous la pluie battante, on aurait pu entendre une épingle tomber. J'étais caché derrière un pilier du pont, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Bertrand était un problème, a fini par dire l'homme. Il menaçait de tout révéler sur nos arrangements avec la mairie pour ses projets immobiliers. Il fallait qu'il disparaisse. Tu l'as tué, a murmuré Sophie. Et ce n'était pas une question. Nous l'avons fait disparaître. Nuance. Et grâce à toi, l'enquête a été sabotée dès le départ. Les preuves que tu as fait disparaître, les témoins que tu as découragés de parler. Tu es complice, Sophie. Jusqu'au cou. Sophie s'est mise à pleurer. Je pensais juste rendre service à un ami de mon père. Tu m'avais dit que c'était pour protéger des investisseurs honnêtes contre des accusations mensongères. Ton père. L'homme a eu un sourire cruel. Tu crois vraiment qu'il ne savait pas? Qui penses-tu qui m'a donné ton nom quand j'ai eu besoin d'une taupe dans la police? Le visage de Sophie s'est décomposé. Non, papa ne ferait jamais. Ton père me doit beaucoup d'argent, ma chère Sophie. Ses dettes de jeu ont atteint des sommets que sa retraite de fonctionnaire ne pourra jamais couvrir. Alors oui, il t'a vendu pour sauver sa peau. J'ai vu Sophie chanceler, comme si on venait de la frapper physiquement. Tout son monde s'écroulait d'un coup. Son père, qu'elle aimait visiblement, l'avait trahi. L'homme qu'elle pensait aider par amitié l'avait manipulée. Et maintenant, elle était complice d'un meurtre. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» a-t-elle demandé d'une voix brisée. « Ton capitaine pose trop de questions. Il faut qu'il arrête. » Comment ? L'homme a fait un signe à ses gardes du corps. Tu vas lui faire comprendre que continuer cette enquête pourrait être dangereux pour sa santé. Ah, vous voulez que je menace mon supérieur? Je veux que tu le convainques d'abandonner, peu importe comment. Sophie a secoué la tête violemment. Non, je ne ferai pas ça. J'ai déjà assez de sang sur les mains. Tu n'as pas le choix. Il y a toujours le choix. L'homme s'est approché d'elle et même de ma cachette, j'ai pu voir la menace dans ses yeux. Écoute-moi bien, petite. Tu vas faire ce qu'on te dit, ou ton père va avoir un accident. Un accident très douloureux et très lent. Vous n'oseriez pas, et c'est moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus stupide de ma vie. Je ne pouvais pas rester là, à regarder cette femme se faire menacer sans rien faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer la conversation. Malheureusement, dans ma nervosité, j'ai fait tomber mon téléphone. Le bruit métallique sur le pavé mouillé a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence. Les trois hommes se sont retournés d'un bloc vers ma cachette. « Qu'est-ce que c'était ?» a grondé un des gardes du corps. « Va voir !» a ordonné l'homme au costume. J'ai ramassé mon téléphone et j'ai couru. Mes pas résonnaient sur le pont mouillé et j'entendais les poursuivants derrière moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Attrapez-le !» a crié l'homme au costume. « Il a tout entendu !» J'ai dévalé les escaliers qui menaient au quai de Seine, glissant sur les marches humides. Derrière moi, les pas se rapprochaient. Ces types étaient en bien meilleure forme physique que moi. J'ai bifurqué vers les jardins de l'Arsenal, espérant semer mes poursuivants dans l'obscurité. Mes poumons brûlaient, mes jambes commençaient à flancher, mais l'adrénaline me poussait en avant. C'est en débouchant sur la place de la Bastille que j'ai réalisé mon erreur. L'endroit était trop éclairé, trop ouvert. Je me suis retrouvé exposé, vulnérable. Un des gardes du corps m'a rattrapé près de la colonne de Juillet. Sa main s'est abattue sur mon épaule, me faisant pivoter violemment. «
Qu'est-ce que tu as entendu » a-t-il grondé, son visage à quelques centimètres du mien. « Rien, je passais juste par là. » Il a regardé mon téléphone dans ma main. « Donne-moi ça. »« Non !» Il a tenté de m'arracher le téléphone, mais j'ai résisté. Dans la bagarre, l'appareil est tombé et a glissé vers une bouche d'égout. Nous nous sommes tous les deux précipités, mais il était trop tard. Mon téléphone et l'enregistrement avaient disparu dans les égouts parisiens. « Merde !» a juré le garde du corps. L'homme au costume et Sophie sont arrivés en courant. « Alors ?» a demandé le chef. « Il a perdu son téléphone dans les égouts. S'il avait enregistré quelque chose, c'est foutu maintenant. » L'homme m'a regardé longuement, évaluant le danger que je représentais. « Qui es-tu » ? « Personne. Je rentrais juste chez moi. »« Tu habites où ?» J'ai hésité, mais Sophie a répondu à ma place. « Rue Oberkampf, je l'ai déjà vu dans le quartier. » L'homme a hoché la tête. « Écoute-moi bien, Marc de la rue Oberkampf. Tu n'as rien vu, rien entendu ce soir. Si jamais tu parles de cette conversation à qui que ce soit, police, journaliste, même ta grand-mère, nous le saurons et nous viendrons te rendre visite. » Il s'est penché vers moi, sa voix devenant un murmure menaçant. « Tu as vu ce qui est arrivé à Bertrand quand il a voulu jouer au héros. Tu ne voudrais pas finir comme lui, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête, incapable de prononcer un mot. « Bien. Maintenant, rentre chez toi et oublie cette soirée. » Ils sont repartis, emmenant Sophie avec eux. Avant de disparaître dans l'obscurité, elle s'est retournée vers moi. Dans ses yeux, j'ai lu un mélange de peur, de culpabilité et quelque chose qui ressemblait à des excuses. Je suis resté seul sur la place de la Bastille, trempé jusqu'aux os, tremblant de peur et de froid. Je venais d'assister à la confession d'un meurtre, et maintenant, j'étais moi-même en danger. Pire encore, Sophie, cette femme pour qui j'avais développé des sentiments si forts, était complice d'un assassinat. Et son père, qu'elle aimait tant, l'avait vendue pour éponger ses dettes de jeu. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que ma vie venait de basculer dans un cauchemar dont je ne savais pas comment sortir. Les jours qui ont suivi cette nuit terrifiante sur le pont de Sully ont été les plus longs de ma vie. Je sursautais au moindre bruit. Je vérifiais constamment que personne ne me suivait et je dormais à peine. L'image de Sophie, complice malgré elle d'un meurtre, me hantait jour et nuit. Mais c'est justement cette image qui m'a donné la force de prendre une décision qui allait tout changer. Le mardi suivant, n'en pouvant plus de vivre dans la peur, j'ai décidé d'agir. Pas pour me venger, ni même pour obtenir justice pour Pierre Bertrand, un homme que je n'avais jamais connu. Non, c'était pour Sophie, pour cette femme qui était devenue, sans le savoir, le centre de mes pensées, et qui était prisonnière d'un engrenage qu'elle n'avait pas choisi. J'ai commencé par faire des recherches approfondies sur l'affaire Bertrand. Internet regorgeait d'informations que la police n'avait visiblement pas exploitées. Des forums de résidents du 11e arrondissement parlaient des méthodes douteuses de Bertrand, mais aussi de ses ennemis. Plusieurs noms revenaient souvent, notamment celui de Vincent Marchand, l'homme au costume gris que j'avais vu avec Sophie. Marchand était un promoteur immobilier concurrent de Bertrand, spécialisé dans les projets de luxe. Leurs entreprises se disputaient les mêmes terrains, les mêmes autorisations de construire. Et selon plusieurs témoignages en ligne, Marchand n'hésitait pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour éliminer la concurrence. Mais le plus intéressant, c'est ce que j'ai découvert sur le père de Sophie. Jean-Claude Moreau, ancien inspecteur des impôts, avait effectivement des dettes de jeu considérables. Plusieurs sites spécialisés mentionnaient ses passages dans les casinos clandestins de la région parisienne. L'homme était ruiné et désespéré. Armé de ces informations, j'ai pris une décision qui me terrifiait. J'allais contacter directement le capitaine de Sophie, celui-là même qui posait trop de questions selon Marchand. Le mercredi matin, je me suis présenté au commissariat du 11e arrondissement. Je voudrais parler au capitaine responsable de l'enquête sur Pierre Bertrand, ai-je dit à l'agent d'accueil. L'affaire Bertrand a été classée, monsieur. Justement, j'ai des informations qui pourraient la faire rouvrir. 21 minutes plus tard, j'étais assis en face du capitaine Laurent Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants qui semblaient lire dans les âmes. « Alors, monsieur Rousseau, Marc Rousseau, monsieur Rousseau, vous prétendez avoir des informations sur Pierre Bertrand ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Capitaine,
Je sais qui l'a tué et je sais pourquoi l'enquête a été sabotée. Le capitaine Dubois s'est redressé dans son fauteuil. Je vous écoute. J'ai tout raconté. Ma rencontre avec Sophie, mes observations, la conversation sur le pont. Tout, sauf mes sentiments pour elle. Le capitaine prenait des notes, posait des questions précises, et je voyais dans ses yeux qu'il me croyait. Vous rendez-vous compte de la gravité de vos accusations ? A-t-il fini par dire. Vous accusez un de mes agents d'être complice d'un meurtre. Je l'accuse d'être victime de chantage, capitaine. Il y a une différence. Expliquez-moi. J'ai parlé du père de Sophie, de ses dettes, de la manipulation dont elle avait été victime. Cette femme n'est pas une criminelle, capitaine. C'est une victime qui a été piégée par amour filial. Le capitaine a réfléchi longuement. Monsieur Rousseau, ce que vous me dites confirme certains de mes soupçons. Depuis plusieurs semaines, je remarque des anomalies dans le travail de l'agent Moreau. Des pièces à conviction qui disparaissent, des témoins qui changent soudainement leur version, mais je n'avais pas de preuves. Maintenant, vous en avez. Pas encore. Votre témoignage, aussi détaillé soit-il, ne suffit pas. Il me faut des preuves tangibles. C'est là que j'ai proposé quelque chose qui me terrifiait, mais qui me semblait être la seule solution. Et si je portais un micro? Si j'arrivais à faire parler Marchand ou Sophie? Le capitaine m'a regardé comme si j'étais fou. Monsieur Rousseau, ces gens ont déjà tué une fois. Vous voulez vraiment risquer votre vie? Pour elle, oui. Il y a eu un long silence. Puis, le capitaine a décroché son téléphone. Brigadier Martin, venez dans mon bureau et apportez le matériel d'enregistrement. Le plan était simple mais dangereux. J'allais retourner au bar où j'avais rencontré Sophie en espérant qu'elle y soit. Équipé d'un micro-cravate dissimulé sous ma veste, j'essaierais de la faire parler, de la pousser à avouer sa complication dans l'affaire Bertrand. « Soyez très prudent », m'a averti le capitaine. « Au moindre signe de danger, vous sortez de là. Nous ne sommes pas loin, mais nous ne pourrons pas intervenir immédiatement. » Le soir même, je me suis rendu au bar de la rue de Charonne. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que le micro capte ses battements plutôt que les conversations. Sophie était là, au même endroit que la première fois, devant le même verre de vin rouge qu'elle ne buvait pas. Elle avait l'air encore plus épuisée que d'habitude, les traits tirés par l'angoisse. « Bonsoir, Sophie », ai-je dit en m'installant à côté d'elle. Elle a sursauté, puis m'a reconnu. « Marc, qu'est-ce que vous faites là? J'habite le quartier, vous vous souvenez? Et vous avez l'air d'aller encore plus mal que la dernière fois. » Elle a eu un rire amer. « Si vous saviez, racontez-moi. Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas? Peut-être, mais parfois, parler à un inconnu, c'est plus facile. » Sophie a bu une gorgée de vin, puis m'a regardé longuement. « Marc, l'autre soir, sur la place de la Bastille, vous étiez là, n'est-ce pas? » Mon sang s'est glacé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne mentez pas, Vincent m'a dit qu'ils avaient rattrapé quelqu'un, un homme qui s'appelait Marc et qui habitait rue Oberkampf. J'ai réalisé que mentir ne servirait à rien. Oui, j'étais là. Alors vous savez tout. Je sais que vous êtes en danger. Je sais que ce marchand vous fait chanter. Et je sais que vous n'avez jamais voulu que ça aille si loin. Sophie s'est mise à pleurer silencieusement. Mon père, il avait tellement de dettes. Vincent m'a dit qu'il pouvait l'aider, qu'il fallait juste que je retarde un peu l'enquête sur les cambriolages. Juste quelques semaines, le temps qu'il règle certains problèmes avec ses investisseurs. Mais ce n'était pas pour les cambriolages, n'est-ce pas? Non, sa voix n'était plus qu'un murmure. C'était pour Bertrand. Vincent voulait que l'enquête sur sa disparition soit bâclée. Et moi, comme une idiote, j'ai accepté. Vous ne saviez pas qu'il était mort. Je m'en doutais. Quand Vincent m'a demandé de faire disparaître les relevés téléphoniques de Bertrand, les témoignages de ses derniers contacts, j'ai compris qu'il ne reviendrait jamais. Où est le corps? Sophie a hésité, puis, dans les fondations d'un immeuble que Vincent construit dans le 20e. Un de ses ouvriers me l'a dit, il était présent quand ils ont coulé le béton. J'avais ce qu'il fallait, l'aveu complet, l'emplacement du corps, le nom du témoin. Mais en regardant Sophie pleurer, je n'éprouvais aucune satisfaction. Sophie, il faut que vous alliez voir la police, que vous racontiez tout. Impossible. Vincent tuera mon père. Pas si Marchand est en prison. Vous croyez vraiment que c'est si simple?
Vincent a des contacts partout, des complices, de l'argent. Même derrière les barreaux, il peut faire du mal à ma famille. C'est à ce moment-là que le capitaine Dubois est entré dans le bar, accompagné de 4 agents en civil. « Agent Moreau, vous êtes en état d'arrestation ?» Sophie a regardé autour d'elle, puis ses yeux se sont posés sur moi. « Vous m'avez piégé. Je vous ai sauvé, » ai-je répondu doucement. Les jours suivants ont été un tourbillon d'arrestations et de révélations. Grâce aux informations fournies par Sophie, qui avait finalement accepté de coopérer entièrement avec la justice, Vincent Marchand et ses complices ont été arrêtés. Le corps de Pierre Bertrand a été retrouvé exactement où Sophie l'avait indiqué. L'enquête a révélé un réseau de corruption qui impliquait plusieurs promoteurs immobiliers, des fonctionnaires de la mairie et même quelques policiers. Le père de Sophie a été placé sous protection policière, ses dettes ayant été effacées par la saisie des biens de Marchand. Quant à Sophie, elle a été suspendue de ses fonctions le temps de l'enquête, mais le procureur a reconnu qu'elle était plus une victime qu'une complice. Elle a écopé d'une peine avec sursis et d'une interdiction d'exercer dans la police pendant 2 ans. Le dernier jour du procès, je l'ai attendue à la sortie du palais de justice. Elle avait l'air libérée d'un poids énorme, mais aussi profondément triste. « Merci », m'a-t-elle dit simplement. « Pourquoi ? Pour m'avoir donné le courage de dire la vérité, pour avoir sauvé mon père, pour tout. Nous avons marché ensemble le long de la Seine, en silence. Puis Sophie s'est arrêtée et m'a regardé. « Marc, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avoir pris tous ces risques pour quelqu'un que vous connaissez à peine ?» J'ai hésité, puis j'ai décidé de dire la vérité. Parce que dès le premier jour où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez quelqu'un de bien. Et parce que je suis tombé amoureux de vous. Sophie a souri pour la première fois depuis des semaines. Vous savez que je ne peux plus être policière? Vous trouverez autre chose? Vous êtes intelligente, courageuse, intègre. Le monde a besoin de gens comme vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'espérais que peut-être nous pourrions apprendre à nous connaître vraiment, sans secret, sans mensonge, sans danger. Sophie a pris ma main. J'aimerais beaucoup, Marc, j'aimerais beaucoup. 6 mois plus tard, Vincent Marchand a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de Pierre Bertrand. Ses complices ont écopé de peines plus légères, mais suffisantes pour nettoyer le milieu de l'immobilier parisien de ses éléments les plus corrompus. Sophie a trouvé un travail dans une association d'aide aux victimes, où elle peut utiliser son expérience pour aider d'autres personnes prises dans des engrenages qu'elles n'ont pas choisis. Et moi, j'ai enfin retrouvé le goût du bonheur. Avec Sophie, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'amour peut naître dans les circonstances les plus improbables, et que parfois, faire le bon choix demande plus de courage que nous pensons en avoir. L'affaire Bertrand est close, la justice a été rendue, et les coupables ont été punis. Mais surtout, une femme innocente a été libérée de ses chaînes, et 2 âmes brisées ont trouvé le chemin de la guérison. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu qui vous plaît.